Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis que l'on retrouve évidemment sur gillesparent.com, également sur les applications Google Podcast, Spotify, c'est le fun à dire Spotify, Balado de Apple et YouTube, le canal Parents et Amis. Depuis quelques semaines, le terme « quiet quitting » ou encore « démission silencieuse » en français s'impose dans les médias pour qualifier une nouvelle évolution. Il y aura même une révolution, on la vit, du monde du travail post-pandémique. Entre un épiphénomène nourri par les réseaux sociaux, il y a un mal plus profond aux racines complexes et entremêlées. La nouvelle tendance ne passe pas inaperçue dans le monde professionnel, peut légitimement inquiéter plusieurs dirigeants, les ressources humaines aussi des entreprises. Notre guide sera le valeureux scout, ami des gens d'affaires et des PME, conférencier, formateur et chroniqueur. Bon, je fais le signe de scout, les gens ne me voient pas, mais je fais mon signe. Monsieur Saint-Hilaire-Simon, de son prénom, bonjour. Bonjour Gilles, comment vas-tu? Ça va bien. Écoute, j'ai l'impression que on a toujours eu des chroniques le fun, mais plus on avance, plus on est au cœur d'une révolution dans le monde du travail. C'est un nouveau virus? C'est un nouveau virus, le quiet quitting. Oui. C'est encore une fois quelque chose qui arrive dans l'assiette des entrepreneurs qui est pas mal déjà pleine. Oui, pas mal. On va en parler après, oui. Mais je veux qu'on fasse un genre de mise à jour sur certains sujets, démontrant entre autres les... C'est drôle parce que ça amène les entreprises, entre autres, et même les travailleurs, quand il y a une crise, et c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire, à se réinventer. Tu sais, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu, qui est presque galvaudé, mais se réinventer, avoir des initiatives nouvelles dans le monde du travail. Si on commence par l'actualité des derniers jours, dernières semaines, on a appris qu'une entreprise qu'on connaît bien, Normandin, qui est très solide au Québec, qui vit comme bien d'autres mondes, un problème de rétention et surtout de recrutement de personnel, Simon, puis ils ont décidé d'arriver avec une idée nouvelle. Veux-tu nous en parler un petit peu? Écoute, c'est une superbe idée. Ils permettent aux gens, finalement, de placer leur commande avant d'arriver au resto. Alors, pas pour apporter, là. C'est vraiment autre chose, c'est ça. Alors, moi, je vais arriver, puis je vais m'asseoir, et dans le fond, je suis identifié. La commande est prise, donc mon assiette va arriver au moment où je m'assois pas mal dans le resto. Tout va plus vite. Si t'es avec les enfants, ta femme, donc pour l'attente, les autres présument que l'expérience en restaurant va être plus rapide. Plus rapide, supérieure, plus agréable aussi pour le client, parce que comme les serveurs et les serveuses sont en moins grand nombre, bien, qu'est-ce qui arrive? Ils s'occupent de plusieurs tables à la fois. Alors, si la commande est déjà prise d'avance, c'est déjà de quoi de bien. Et je te dirais que j'ai remarqué ça lors d'un récent voyage que j'ai fait. Je suis allé à Londres et puis toutes les tables d'un resto, à peu près toutes les tables, tu as un QR code quand tu arrives, tu prends... La photo? Oui, tu prends la photo sur ton cellulaire. Tu as le numéro de la table que tu mets et là, tu as accès au menu et tu places ta commande. Il y en a de plus en plus, même au Québec. Je l'ai vu aussi. On le voit aussi. Oui, hein? Ça se répand. C'est une façon pratique. Les gens s'habituent tu sais, notre téléphone, c'est devenu notre ordinateur qu'on traîne partout. C'est une extension de notre bras. Oui. Qu'on le veuille ou non, c'est une extension de notre bras. Il y a des bons côtés à ça, Gilles, parce que tu as besoin de moins de monde, donc tu es capable de donner un meilleur service et on a moins de monde. Alors, il faut que tu donnes un meilleur service et tu l'as dit. La pandémie a amené le fait de se réinventer, mais même si on l'a utilisé plusieurs fois, ça demeure vrai. Ouais. Sauf qu'il y a une chose qui est certaine, il n'y a pas juste des bons côtés à ça. Comme restaurateur, moi, ce matin, si les gens prennent la commande, sais-tu qu'est-ce qu'on perd? C'est les suggestions du serveur ou de la serveuse qui te suggérait un apéro, qui te suggérait une entrée, qui te faisait voir la dernière spécialité. Il a goûté à la sauce du chef aujourd'hui, puis franchement, si vous aimez ce genre de sauce-là, elle est extraordinaire. Oui, je comprends. C'est comme ça. Alors, fait que tu perds au niveau de ta vente complémentaire puis ta vente croisée. Mais donc, peut-être une réduction de revenus. Moi, je l'ai vu plus dans des grands restaurants, j'allais dire sans flafla, c'est-à-dire, je verrais des Saint-Hubert faire ça. Oui. Je verrais, tu sais, des chaînes, en fait. Des plus où tu y vas pour bien manger. Évidemment, tu veux bien manger quand même, mais un restaurant de quartier ou un restaurant spécialisé, je pense pas que ça puisse... D'abord, ça se fera pas, je pense pas. Je pense que tu enlèves quelque chose dans l'expérience, dans le plaisir d'avoir quelqu'un qui s'occupe de toi, mais justement, tu oublies la deuxième liqueur, parce qu'il y a personne qui t'en a proposé, tu oublies le deuxième café ou des choses comme ça, donc il y a des pertes éventuellement de revenus. C'est intéressant, Simon, ce que tu dis, parce que, vois-tu, quand j'allais au restaurant, dans un nouveau restaurant surtout, je sais pas comment toi tu réagissais avec ta blonde, mais moi, quand j'allais à un restaurant, très souvent, il y a deux choses. Soit je disais, si j'avais à mourir ce soir, qu'est-ce que je devrais manger, en voulant dire, c'est quoi votre meilleur plat? J'adore ou encore, ça t'a fait rire, soit ma blonde riait plus parce qu'elle était écœurée de l'entendre, mais des fois, le serveur ou la serveuse trouvait ça drôle. Ou encore, je disais, qu'est-ce que vous me suggérez? Selon vous, qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Je faisais ça. Mais vois-tu, aujourd'hui, quand je le fais, pas partout, mais de plus en plus, l'employé dit, écoutez, ça fait 2 semaines que je travaille ici, je ne sais pas du tout.
Ben ouais, OK. Fait que là, finalement, ce qu'il va me suggérer, tout comme le vin, ça m'est arrivé récemment, il va prendre le plus cher. Il dit, de même, je me tromperai pas, c'est des Scampi à 45 $. Mais, tu comprends? Fait que là, c'est pas une question de prix, là, dans ce cas-là. Je sens pas le désarroi, mais pas loin. Puis c'est pas de la mauvaise foi, c'est juste de la méconnaissance. Parce qu'un roulement, des nouveaux employés qui sont pas habitués, je suis persuadé que tu as entendu la même chose. J'ai rien contre eux, au contraire, ils ont trouvé une job. Mais écoutez, je viens d'arriver ici, OK, parfait. Tu vois-tu, ça modifie l'expérience. Écoute, ça démontre aussi que l'introduction de l'employé était mal faite. Ça veut dire que j'ai pas fait découvrir le menu, j'y en ai pas parlé, j'ai pas fait goûter certaines choses. J'ai un devoir. Moi, je mets quelqu'un sur le plancher qui va me représenter puis qui va représenter le menu que mon chef a créé. Il faut que je sois capable d'en parler avec enthousiasme et de le dire comment c'est hot. Puis tu sais, si t'arrives au restaurant, toi, avec ta blonde, puis tu dis, excusez-moi, j'ai un blanc, là. La sauce béarnaise, c'est quoi exactement? Si comme c'est arrivé à un de mes amis, si l'employé dit, j'ai aucune idée, mais si ça vous intéresse, je peux le demander. Pense-y. Si je te le demande d'après... Non, mais d'abord, tu devrais savoir si ça va être un restaurant, surtout si c'est au menu. Peux-tu t'informer sur ce qu'il y a au menu? Deuxièmement, si je te le demande, c'est parce que ça m'intéresse. Fait que c'est pas une façon de répondre au monde, là, tu comprends? Mais ça peut arriver plus dans un contexte où il y a beaucoup de roulements. Il y a beaucoup de roulements. L'incompétence, ça peut être temporaire. Hein? Ça veut dire que ces gens-là manquent de formation. C'est tout. Mais je me dois de les former. Il faut que je fasse ça. Et puis, si je le fais pas, il va arriver des histoires comme celle-là. Ça peut vraiment entacher ou gâcher ma première expérience dans ce restaurant-là. Tu découvres une nouvelle table, tu arrives sur place, tu t'attends à être séduit par le serveur ou la serveuse dans sa façon de s'occuper de toi, de t'envelopper, te parler du restaurant, te montrer qu'il est content puis il est fier que tu sois là puis que tu vas passer une fichue de belle soirée. Ça commence plate. Ouais. On a un gros sujet tantôt, puis on ne le repousse pas volontairement, c'est parce qu'il y a beaucoup de petites choses d'intérêt, on pense. Simon est arrivé avec quelques nouvelles qui arrivent dans les derniers jours sur justement des mutations, des changements dans la façon de travailler. Entre autres, l'Auto-Québec qui arrive avec une nouveauté. On se demande si ça va perdurer, mais si oui, ça pourrait être un exemple qui va être suivi par d'autres. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ou qu'est-ce qu'ils ont fait? On a parlé abondamment, toi et moi, depuis le début de la pandémie, finalement, du télétravail, à quel point c'est en train de s'installer. L'Auto-Québec et ses travailleurs viennent de nous le prouver une fois de plus. Ils viennent de signer une nouvelle convention collective pour 6 ans et ils ont conventionné, je dis bien conventionné, ils ont conventionné le télétravail. C'est-à-dire que les professionnels de l'Auto-Québec qui étaient en grève se sont entendus avec l'Auto-Québec pour être capables de travailler de la maison, donc travailler à distance. Et l'Auto-Québec leur demande en échange de venir 4 jours, donc l'équivalent de près par mois. Oh mon Dieu, donc, c'est pas tant? C'est pas tant. Donc, ça veut dire que l'équivalent d'à peu près une journée par semaine pour être capable de maintenir un lien et tout ça, et de créer un genre de climat d'équipe. Et en échange, on demande aux employés de fournir une demi-heure de plus de travail par jour. Alors, les employés vont passer de 35 heures à 37 heures et demie. OK. À ma connaissance, c'est une première. Je pense que nouveauté. Oui. Donc, on entre ça dans la convention collective. Et ça va donner des idées d'abord aux syndicats. Ben oui. C'est bien entendu. Ouais. Ça va donner des idées aux travailleurs. Et ça démontre que ce changement-là ne reculera pas. On ne reviendra pas derrière. Mm-hmm. Ça peut plaire, ça peut déplaire, mais on va devoir trouver des façons de garder les employés intéressés, de garder les employés impliqués. Et de penser que oui, puis la façon de faire nouvelle, de travailler la mixité dans certains cas, c'est comme si on était en train de dire, c'est pas là, ça a été temporaire au départ. On pensait que c'était temporaire, mais là, on pense que ça va devenir plutôt permanent. Ça va être permanent. Il faut donc le rentrer dans nos conditions de travail. Tu n'auras pas le choix. Et ça démontre la volonté des employés de faire perdurer ça. Souviens-toi, au début de la pandémie, là, les gens, au début, on était bousculés ou garrochés dans ça, si je peux dire. À la fin, les gens sont habitués. Puis là, les gens disent « Ah, j'ai hâte de retourner au travail. » Mais finalement, au début, il y avait l'excitation, puis après ça, le trafic est revenu, puis après ça, le coût d'aller manger au resto, puis de me stationner, puis toutes les... Mais ceux qui nous entendent puis qui disent l'Auto-Québec à distance, mais ça veut dire que si vous allez au casino, par exemple, puis vous voulez jouer au blackjack, chacun des joueurs va aller faire le croupier, chacun son tour. Exactement. Hein? Ça va être sur FaceTime. Hein? Avoir des croupiers Zoom. On comprend que c'est pas tous les employés qui vont faire ça, c'est ce que je voulais dire. C'est les professionnels de l'Auto-Québec, mais ça démontre, je crois, une tendance qui va s'installer. Et là, je sais que les employés
employeurs là, nous écoutent puis sont dans là. Arrêtez. Arrêtez, mais c'est ça. Non, on est témoin de ce qui se passe. Oui, là. C'est ce qu'on vous dit. Là. Parle-moi de Canada Goose, qui est très actif au Canada, qui arrive avec une initiative aussi différente. Canada Goose cherche aussi à combler le manque de personnel. Ils ont la même situation que tout le monde. Actuellement, pour leur collection 2023, collection femmes 2023, okay. Ils ont 300 personnes de moins ou de... Il leur manque 300 personnes pour être capables de combler la production et tout ça. Alors, dans leurs installations de Montréal, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est que tout le monde entre avec un salaire commun, c'est-à-dire que tout le monde a le même salaire de base. Okay. Un excellent salaire, mais tout le monde a le même salaire, sauf qu'on fonctionne avec des bonus à ce moment-là au niveau de ta productivité, de ta rapidité. Alors, plus tu confectionnes ta partie de vêtements rapidement, plus tu gagnes en argent, plus ton salaire devient... meilleur ton salaire devient, finalement. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on attire quoi avec ça? On garde les gens qui sont performants, parce que celui qui n'est pas performant se rend compte que c'est peut-être pas le bon travail. Désavantagé, oui, c'est ça. Donc, on va attirer des gens qui sont actifs, des gens qui sont performants, qui ont de l'ambition et qui en veulent plus. Mais là, tu es capable d'avoir des gens qui veulent vraiment. Mais on sait que ça va attirer critique aussi, parce qu'il y en a qui vont dire ceux qui sont mal pris, parce qu'il y en a qui sont vraiment mal pris. Oui. Là, on se rend compte, c'est près de ce que j'entendais dans les dernières semaines, c'est qu'on est rendu à près de 50% des gens qui vivent de paye en paye. Ça veut dire que l'endettement s'installe. Là, l'endettement s'installe, mais je crois quand même qu'on se rend compte... Non, c'est une bonne idée, sauf qu'il y en a peut-être qui vont travailler trop. Il y a des gens qui vont abuser, il y a des gens qui vont abuser, il y a des gens qui vont se lancer dans ça sans regarder. Est-ce qu'il y aura des risques d'épuisement éventuellement? Est-ce qu'il y a un risque accru de blessure au travail? Parce qu'on fonctionne avec des machines à coudre et probablement des cutters ou des ciseaux, je ne sais pas comment ça fonctionne. Oui, mais c'est sûr. J'ose croire qu'il y a des éléments qui sont quand même dangereux dans ça. Mais Canada Goose parle de l'ambiance de travail, comme de quoi ils essaient de créer de quoi d'intéressant, mais ils sont rendus là. Il faut qu'ils trouvent des solutions. Parce tout ça part du fait qu'ils ont beau essayer de recruter, puis ils ont beau mettre des affiches partout. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Et 300 personnes, c'est pas 12. Ouais. Tu sais, Gilles, si je te dis demain, Gilles, il me manque 12 employés, on va essayer d'en trouver. Simon, je vais... mais demain, on fait une annonce, puis on dit il manque 300 personnes, c'est majeur. Ça prend, j'imagine, un minimum de compétences pour travailler dans ce modèle. C'est drôle, je viens de penser pour le monde de la santé au Québec où il manque des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Puis il y a du monde, tu sais, quand tu dis les accidents, c'est drôle, je faisais un lien dans ma tête, je me disais, ils travaillent avec des seringues, ils travaillent avec des inhalateurs, tout ça, quand t'es brûlé, là, c'est vraiment, écoute, puis on n'a pas tant de solutions devant nous. Mais tu sais à quoi je pensais? J'en parlais avec Patrick Derry dans le podcast, je pense qu'il est en ligne présentement. Je disais, une des craintes que j'ai, vraiment, quand je regarde deux piliers de notre société, c'est-à-dire le système d'enseignement et la santé, il y a tellement de ratés, il y a tellement de difficultés depuis des mois, des années. Nos générations, nos jeunes, vont-ils avoir le goût de faire ça? Puis, tu comprends comment on manque de monde? Mais en même temps, je me dis, en parlant, parce que c'est la réalité, en exprimant toutes les doléances des employés, en démontrant qu'ils sont brûlés, en faisant tout ça, on dit la vérité. Mais qu'est-ce que ça donne pour la pérennité de ces travaux? Ça t'inquiète pas, toi aussi? Je suis totalement inquiet. C'est les employeurs, les entrepreneurs, là, ils ont un défi, c'est de la génération suivante. Souvent, les jeunes vont dire, écoute, je vois mon père et ma mère la transmission. Travailler toutes les fins de semaine, travailler les soirs, se casser la tête. Au déjeuner, on parle de business. Au dîner, on parle de business. Au souper, on parle de business. Puis on dort en pensant à la business. Exactement. Puis à Noël, on parle de business. Fait que finalement, souvent, ils arrivent, ils ont 20, 22 ans, puis ils disent, ça me tente pas de prendre la relève de maman ou de papa. Alors, il y a déjà ce défi-là. Alors, pourquoi? Parce que leur modèle, finalement, semble pas si heureux que ça, probablement. Non. Ben alors, moi, je suis un jeune demain. Je regarde les employeurs, pas les employeurs, mais les enseignants exprimer leur doléance par rapport à la satisfaction au niveau du travail. Il y a un désengagement qui est installé, autant au niveau de la santé. Et je blâme absolument pas ces gens-là. Il y a un découragement qui s'installe. Quelqu'un dans un restaurant, récemment, c'était un serveur, il me racontait que sa conjointe travaillait dans un CHSLD comme cuisinière, chef cuisinière. Mm-hmm. Et elle a lâché parce qu'elle était toute seule en cuisine. Et il n'y en a pas d'autres. Et puis, à un moment donné, elle a dit, je suis plus capable. OK. Et, alors, ça se comprend. Ça se comprend. Écoute, il y a un découragement. C'est pas ta shop à un moment donné. Et c'est là que ça devient difficile. Alors, qu'est-ce que ça va donner comme enseignant demain? Ceux qui vont être là vont être sûrement très motivés, mais est-ce que l'absence d'aide ou je dirais,
l'ampleur de la tâche qui est devant eux autres, est-ce que ça va les décourager? Et puis, quel genre de message qu'ils ont auprès des enfants? Le problème, ça va être la solution qu'on ne trouvera peut-être pas, mais en même temps, il y a des parents, quand ils sont au secondaire, qui vivent maintenant des choses qui n'auraient même pas été imaginables dans notre temps, c'est-à-dire un prof d'éducation physique à qui on demande d'aller faire un cours de chimie en après-midi parce que l'autre est absent, Totalement. COVID, ou peu importe la raison. Mais en même temps, tu comprends, suis le livre, c'est comme si ça discréditait un peu l'enseignement, alors que c'est important. Ça discrédite l'enseignement. Sérieusement, c'est un manque de respect. Mais tu sais que ça arrive beaucoup, là. Si demain, je vais enseigner l'histoire, là, puis j'ai aucune compétence dans ça, et ça enlève tout le crédit de la personne à l'historien, la personne qui fait une passion, puis qui en parle, puis qui le raconte. Moi, je vais lire un livre. C'est pas vrai que je vais développer l'intérêt du jeune ou de la jeune qui m'écoute. Non. Mais il y a une autre chose aussi dans ça, c'est que si je suis plus fatigué, j'ai moins d'enthousiasme. Si j'ai moins d'enthousiasme, les jeunes écoutent moins. Si les jeunes écoutent moins, ils ont moins de notes. Si les jeunes... Ouais. C'est vraiment une roue qui tourne. Et puis, au niveau de la santé, c'est la même chose. Alors, fait que... Puis être en santé, j'écoutais quelqu'un récemment qui disait être en santé, c'est pas d'être exempt de maladie, c'est d'avoir la capacité de combattre la maladie. J'ai trouvé ça drôlement intéressant comme argument. Tu peux l'éviter parce que tu es en santé. Oui. Puis si tu l'as, tu vas être moins atteint parce que tu as déjà des bonnes habitudes. Tu vas l'être, mais si tu attends au système de la santé, est-ce que ta maladie va s'empirer? Est-ce que ça va prendre plus de temps? Le fait que ce soit plus long de te traiter, est-ce que ça va avoir une influence sur le résultat? C'est impressionnant comment est-ce que tout ça est relié ensemble. Là. On va faire quelques petits exemples. J'ai dit à Simon, donnons des exemples de choses qui nous sont arrivées ou qui sont arrivées à des gens autour de nous pour voir comment la problématique actuelle de l'emploi, puis les résultantes d'un emploi erratique et difficile, puis l'engagement des employés, donnent des situations presque loufoques. J'étais avec mon frère à Rivière-du-Loup récemment. On arrête dans un restaurant d'hôtel. Pas besoin de nommer l'hôtel, mais Rivière-du-Loup n'a pas 700 non plus. Là, vous pouvez deviner, là, mais peu importe. Puis c'est pas une question, c'est juste une question de circonstancielle dans ce cas-ci. Donc, devant la première place où on arrête, il y a un restaurant d'hôtel, mais c'est marqué fermé. Puis devant la porte, on a mis une machine à liqueur. Wow! C'est un gros pas de danger que vous mettiez des chips au moins. Pouvez-vous mettre des chips au moins ou une barre tendre? Mais non, juste mixte. Machine à liqueur. Là, j'ai dit à Barouette, OK, on sac notre camp, on part, puis on s'en va ailleurs. Arrive dans notre restaurant. Là, c'est ouvert, parfait. Il y a quelques personnes, pas beaucoup de monde. Puis il est genre midi et demi. Fait qu'on pose la question, est-ce que ça ferme? Parce que je ne serais pas étonné. Ça arrive à Québec. Fait que j'imagine qu'en région, probablement qu'ils font le midi, puis après ça, ils reviennent sur l'heure du souper. Ce que je trouve pas anormal si tu n'as pas beaucoup d'employés, tu concentres. L'autre, tu as des chances d'avoir du monde. Parfait. Fait que la dame, elle dit non, ça ferme à 1h, vous êtes correct, vous pouvez commander. On regarde le menu, on prend une petite bière d'abord, puis là, on voit qu'il y a une soupe genre repas de poisson, soupe de poisson. Fait que je dis parfait, une bonne idée. Fait que on commande ça, est-ce qu'on peut commander la soupe de poisson? Elle dit oui, parfait, c'est une bonne idée. D'autant que notre chef part à midi, fait que nous autres, de midi à 1, on sert juste des choses qui ont été au micro-ondes. Fraîchement sorti du micro-ondes. Mais j'ai dit... mais on capotait, nous autres, parce qu'on s'est dit, là, elle est franche, la fille, mais elle me dit quelque chose que je veux pas entendre. On le devine des fois, là. Non, tu comprends, on le devine. Mais c'est-tu drôle de dire, nous autres, à midi, il part, puis on reste jusqu'à 1h. Fait que tout ce qu'on fait de midi à 1, c'est du réchauffé. C'est pas anormal. Oui, moi, je trouve ça normal. Mais, tu sais, pour te dire, l'abysse dans lequel on est rendu, elle le dit ouvertement. Écoute, ça veut dire qu'il y a plein... Un groupe arrive, t'es pas prêt à le recevoir. Je suis allé dans récemment, je donne une formation... Tu sais, t'arrives avec ton menu, puis ils disent, ceux-là, vous pouvez pas parce qu'on ne peut pas le faire au micro-ondes. Pense-y, là, à quelque part. Si on extensionne ce qu'elle me dit, ça n'a pas de bon sens, là. En tout cas. Mais c'est... D'abord, est-ce que c'était bon? C'était pas si pire. Honnêtement, si elle me le dit pas, je pense que je le sais pas tant que ça. Tu comprends? Parce que la base était correcte, puis c'est réchauffé. On le fait chez nous, du micro-ondes. C'est juste qu'au restaurant, tu payes aussi pour une expérience autre que chez nous. Puis pourquoi le chef quitte à midi? Est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas pu s'entendre avec? Est-ce qu'on n'est pas assez exigeant? J'ouvre une parenthèse là-dessus. Oui. Je suis récemment à la TUC. Et donc, la formation se donne le lundi. Est-ce que c'est... Je ne vais pas me tromper. Lundi à la TUC. Oui, le lundi, je suis à la TUC. Et puis, donc, il faut dîner le midi. C'est un groupe. Et les autres, ils avaient prévu faire venir tel restaurant. Il est fermé, le restaurant. Quand il y a une temps de prendre la commande, il est fermé. Finalement, il y a un restaurant qui est ouvert. Ça va être lui, hein? Ça va être lui. Et quand on est arrivé, la serveuse, qui n'est pas méchante, mais elle dit « J'espère que vous n'avez pas trop d'attente, que ça allait vite, hein, parce que je suis tout seul. » Alors, elle a dit ça même à notre groupe quand on est arrivé. Je la comprends d'être paniquée. C'est la réalité, là. Mais c'est la réalité. Alors, et là, les gens ont mal réagi. On disait, elle a l'air bête.
je sais que c'était pas adéquat, Mais quand même. Hey, tout seul. Et là, finalement, ben, les gens ont commencé à commander des choses, puis là, dire ça, c'est trop compliqué, ça va prendre trop de temps, ça, je peux pas vous le servir. Alors, ils ont réduit le menu. Mais tu vois qu'ils sont pas prêts, ils sont pas capables de répondre à la demande. À Baie-Saint-Paul, j'ai vécu la même chose au Mike's. Après avoir essuyé quelques refus à des places, j'arrive au Mike's, puis la dame vient nous voir, puis on est 7-8 à attendre à la porte. Puis on regarde dans le restaurant comme tout le monde. Le restaurant est assez grand. Puis il n'y a pas beaucoup de monde dans le restaurant. Fait qu'on se dit, voyons donc comment ça qu'il n'y a pas... Finalement, elle est seule. Seule dans un grand restaurant, même peut-être 1 ou 2 cuisiniers, pas plus. Fait que là, la dame elle était très gentille. Elle dit, écoutez, je suis seule. Elle avait l'air sur le bord quasiment des larmes. Fait que moi, je l'ai plus pris en pitié. Je dis, OK, madame, on va s'organiser. Je suis capable de survivre. Regardez-moi, là. Je vais faire 1 heure ou 2 de plus. C'est pas de trouble. Mais tu sais, c'est des situations, ce qu'on l'on dit, c'est des situations... d'autres choses plus abracadabrantes dans le sens où... quand je disais, il y a un roulement, puis on va demander à des gens, on a parlé pour l'éducation, un prof d'éducation physique va donner un cours de chimie, mais dans ce cas-ci, c'est quelqu'un à qui on donne la tâche de servir des cocktails dans un bar, puis il y a une mode de cocktail, tu sais comment c'est fort. Fait que, si tu ne connais pas les cocktails, va-t'en pas faire des cocktails, là, parce que ça va être difficile. Alors, récemment, ma blonde et mon plus jeune dans un bar, les deux commandent un spritz. Tout le monde entend parler du spritz, une boisson colorée orange, tout ça. La serveuse... Qui est un Sprite avec un zeste. C'est bien ça, hein? Non, s'il vous plaît. Mais la serveuse fait... Tu sais, un blanc? Spritz, exactement. Fait que là, mon fils, il dit, écoutez, c'est pas compliqué, là. Apérole, Prosecco, eau pétillante, puis beaucoup de glace. C'est vraiment simple à faire. Fait que là, la fille a dit, l'apirole, c'est quoi ça, dit l'apirole? Non, apérole, là, il dit, c'est comme une liqueur rouge. Là, il lui montre du doigt, il dit, vous l'avez là-bas. Parfait, là, c'est réglé. Puis il y a du prosciutto, je suis pas sûr qu'on en a. Hey! Il dit, c'est du Prosecco. Ça se trouvait. Ça peut être bon, du prosciutto. Peut-être qu'elle est avant-gardiste. Non, mais elle savait pas c'était quoi du tout, comprends-tu? Fait que vin mousseux italien, c'est un vin mousseux. Donc, si c'est n'importe quel vin mousseux ou mini champagne ou n'importe quoi, ça pourrait faire. Veuve Clicquot, ça pourrait faire aussi. Puis la glace, puis l'eau, ça s'est bien passé. Mais tu sais, c'est un exemple. Mais je veux... Mais ça devrait... Écoute, c'est des gens qui sont devenus des travailleurs spécialisés dans cette industrie-là. Ça fait rire ma blonde et mon fils, mais en même temps, ça a été... C'est pas le même plaisir. Non. Et l'impact que ça a sur ton retour dans cet endroit-là. Et c'est ça qui arrive, c'est que les conséquences de manquer de service à la clientèle, bien, tu vas avoir des conséquences parce qu'on perd 61 % de nos clients à cause d'indifférence. Et l'indifférence, ça se démontre dans l'incompétence, dans le fait de manque d'application de la part du personnel et tout ça. Et cette personne-là ne devrait pas travailler à servir du monde. Elle ne devrait pas faire ça, effectivement. Autre petite expérience que je veux souligner, les fameux, sur les sites Internet, souvent pour aider, mais en fait, souvent, c'est pour se décharger puis donner une impression, excuse-moi de le dire de même, donner l'impression de service à la clientèle qui est souvent ratée. Les fameux chats live, là, vous arrivez puis ça ouvre dans le bas. Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut répondre à vos questions? J'ai pris en note une dernière conversation que j'ai eue avec un robot. Je l'appelle robot, mais c'est probablement que ça peut être Jane, ça peut être n'importe quel nom. Alors, là, première affaire, tu n'as même pas le temps de rentrer là-dessus. Quand tu dis que tu veux te chatter, bonjour, comment puis-je vous aider? Ça commence habituellement de même. Fait que moi, j'ai commandé un article qui n'arrive pas, même après 4 semaines. Je voulais savoir, j'écris ça, évidemment, je le dis, là, je vous le dis aujourd'hui, mais je l'écris comme ça. Le robot dit, bonjour, quel est votre nom? Donc, on comprend que ce que je viens d'écrire, d'après moi, ça a passé free. Je dis Gilles Parent. Alors, le robot dit, comment allez-vous aujourd'hui, Jules? Là, c'est plus Gilles, c'est Jules. Malentendu. Tes parents l'ont peut-être envisagé. Alors, je dis bien, est-ce que vous pouvez m'aider? Là, le robot répond, comment on peut vous aider? Fait qu'on comprend que, tu sais, d'après moi, arrêtez là, même si j'avais rien dit. J'ai dit juste en répondant à ma demande, c'est juste ça que je veux. Alors, avez-vous un problème? J'ai dit, oui, j'ai un problème. Nous efforçons toujours de vous aider. Fait que là, c'est toutes des phrases... qui sont précommandées. Ben oui, standard. Là, elle me dit... non, moi, je dis, avez-vous un numéro de téléphone? Dans le fond, ça me tentait pas de parler à la machine. Je voyais bien que ça marchait pas. C'est possible d'avoir un numéro de téléphone pour que je parle à un employé. Là, le robot me répond, allez au site Internet de l'entreprise. Bonne journée, Jay. Mais souvent, on ramène au... Finalement, ça marche pas, cette affaire-là. Puis, mais c'est pas toujours le cas. Des gens vont me dire, non, moi, mon entreprise, quand ça écrit, je réponds. Je suis sûr que c'est vrai, là. Mais je veux dire, moi, j'ai vu ça dans les grandes entreprises très souvent. C'est comme un mur, un wall, quand on dit première étape, on va répondre vite. Peu importe l'heure du jour, ça répond, dans le fond. Écoute, mais je voulais avoir ton avis sur ça. Pour moi, comme service à la clientèle, c'est pas grave. Ça va le devenir. Je pense que ça va s'installer au même titre que... Okay. Souviens-toi des répondeurs au début, quand ça a commencé. Les gens raccrochaient quand ils entendaient le répondeur. Ouais. Aujourd'hui, quand tu appelles à quelque part qu'il n'y a pas de répondeur, tu te demandes si tu as le bon numéro ou si c'est encore ouvert lorsqu'il s'agit d'un... Habituellement, ils vont te rappeler. Là, effectivement. Ouais. Sauf que les chatbots comme ça qui sont installés,
c'est très perfectible, c'est assez ordinaire. Souvent, il y a des bonnes entreprises souvent vont avoir quelqu'un qui va apparaître avec sa face. On va voir sa face, c'est Lynn qui te répond. Alors ça devient... Ça humanise un peu plus. Ça humanise un petit peu. Et tu te rends compte qu'à certaines heures, ça va être effectivement quelqu'un. Et ce que j'ai trouvé comme meilleure formule, c'est qu'en dehors des heures d'ouverture, ça dit que les bureaux sont fermés, qu'ils demandent d'écrire le message et puis que quelqu'un va les contacter dès l'ouverture de l'entreprise au lendemain. Ce qui est intéressant. Par contre, dans un contexte où tu vends en ligne et que tu vends partout sur la planète, il faut que tu sois capable d'être capable de fonctionner comme ça. Moi, j'avais un client à Montréal, j'ai encore un client, ce client-là à Montréal. Au moins un, t'en as un? Exactement, j'en ai 2 en tout et partout. Mais eux autres, ils ont 8 fuseaux horaires différents dans l'organisation. Ils sont partout sur la planète. Alors, il y a vraiment des gens qui travaillent selon 8 fuseaux horaires. Et ces gens-là, leur horaire est fait en fonction de l'Italie pour celui qui s'occupe du territoire là-bas, l'autre en Russie, des choses comme ça. Moi ces temps-ci, ils sont rendus à 7. Ils sont rendus à 7 finalement. Mais juste pour dire que les chatbots vont s'installer, au même titre que moi, je trouve qu'on peut comparer ça un petit peu aux bornes de commande chez McDonald's ou dans d'autres restaurations. C'est en train de faire sa place. Au début, chez McDo, c'était plus ou moins agréable. Ça commence à être meilleur, ça s'améliore comme système. Alors là, actuellement, c'est ordinaire. C'est vraiment pas l'idéal. Mais les entreprises cherchent des façons. Ils ont moins de monde. Alors, tu peux pas mettre quelqu'un là-dessus à temps plein. Alors, tu essaies de trouver une autre façon d'amener les gens. C'est ce qui fait que souvent, les salles à manger sont fermées. Puis il y a le service à l'auto. Souvent, c'est comme ça. Le service à l'auto. Puis tu parlais des restaurateurs. La nouvelle tendance, c'est de fermer des sections. C'est de dire, je vais me protéger, je vais fermer des sections et d'essayer de regrouper les gens pour créer une ambiance. Mais vraiment, là, alors il y en a qui s'installent des espèces de paravents. Puis il y a une certaine... Moi, comme consommateur, je me dis, si j'étais à leur place, je ferais quoi, là? Il faut des solutions. C'est paniquant. C'est vraiment paniquant parce que je peux pas lever la main, je peux pas prendre congé. Je suis un entrepreneur. C'est ça qui est difficile pour eux autres. Ils peuvent pas faire du quiet quitting. Ils peuvent pas... ils sont pris avec le problème. Le problème persiste et reste. Alors demain, tu fermes. C'est quoi qui arrive? Est-ce que tu viens de mettre ton entreprise à terre, tu vas fermer, tu vas tout perdre. Alors, ces gens-là n'ont même pas de bouée de sauvetage. Les congés de maladie pour les entrepreneurs, c'est assez petit, là, sa convention collective. Oui, absolument. Un dernier point avant d'arriver à notre sujet du quiet quitting. On disait récemment, il y avait un texte très élaboré sur une chose que tu mentionnes souvent, probablement même dans tes conférences. Le pire ennemi de l'entrepreneur, c'est le service à la clientèle. Et on dit on a une drôle de société, puis la phrase suivante est intéressante dans le sens où elle exprime pas mal la problématique liée à ceux et celles qui voudraient travailler ou qui veulent pas travailler dans des contextes différents. Tout le monde veut parler au service à la clientèle de sa carte de crédit le samedi soir parce qu'il y a un problème, mais personne ne veut travailler dans un centre d'appel la fin de semaine. Ça exprime tellement tout, hein? Ça exprime tout. Puis, et ce qui est fascinant dans ça, ce qui est dommage, c'est que moi, si je suis un employé, là, j'aimerais ça travailler le week-end. Admettons que je suis un skieur, je veux travailler le week-end. Je peux faire du ski le mardi, alors que tout le monde est en train de travailler. Tu vas avoir la paix et pistes. Je vais faire 30 descentes au lieu d'en faire 12, à la moitié prix, en plus. Écoute, c'est un gain extraordinaire. Là. Je suis contre le contresens du trafic. Ça me prend moins de temps de m'y rendre. Les conditions sont supérieures. Tu peux avoir des primes. Si personne ne veut travailler fin de semaine, on va peut-être te donner un petit montant de plus. Ça se peut. Plus. Et je te dirais que dimanche, je suis allé à Place Sainte-Foy avec ma conjointe et je disais à ma conjointe, si je suis un entrepreneur, aujourd'hui, si j'ai une boutique, un magasin quelconque, je m'en vais dans les centres d'achat. Je passe mes journées de dimanche dans les centres d'achat et je regarde qui travaille. Ça veut dire que ces gens-là acceptent de travailler la fin de semaine. Je m'en vais dans les magasins, puis je magasine et j'achète. Je me fais vendre, je me fais servir. Je vais aller acheter du café, je vais aller acheter des vêtements. Je vais voir qui va bien me servir. Dans le fond, je les passe en entrevue secrètement. Et quand quelqu'un fait un bon travail, là, je lui tends ma carte, puis je dis, écoute, j'ai de quoi de plus trippant à t'offrir. La balle est dans ton camp. Contacte-moi si tu as envie de quelque chose. Et c'est du maraudage. Là, il y a des employeurs. Ça se fait, c'est ça que tu dis, de plus en plus? Il faut que tu fasses ça, parce que là, tu dois chercher du monde qui ont envie de travailler le dimanche. Puis qui ont l'air à aimer leur job. Qui ont l'air à aimer ça. Par curiosité, quand tu es allé au centre d'achat, est-ce que tous les commerces sont ouverts? Je te dirais 1 sur 3 qui est fermé. Et Gilles, je suis inquiet de ça. Je dis 1 sur 3, peut-être 1 sur 4. J'ai pas fait un calcul scientifique, mais des bannières importantes qui sont fermées. Mais est-ce qu'on s'en va pas vers ça? Revenir à un dimanche fermé? Il y a de plus en plus de voies
voix qui disent ça. beaucoup de Les discussions. quincailliers, entre autres, ont dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Là. Avant la fin des travaux parlementaires, il y a des gens qui ont commencé à évoquer le retour à la fermeture du dimanche. Et ça m'inquiète, Gilles, pour une raison bien simple, c'est que je crois que les gens ont oublié pourquoi on a amené ça auparavant. C'est arrivé en 89, en passant, hein, et puis il y avait un dénommé, là, Gérald Collin, parce que je veux dire le nom, qui était qui était maire de Montréal, qui était à ce moment-là ministre du Commerce. Ah ouais, moi, Gérald Tremblay. Merci, Gérald Tremblay. Et il faut se souvenir pourquoi les gens ont amené ça. C'est que d'abord, on sortait d'une crise économique qui était majeure. Les gens cherchaient une façon de ramener de l'argent, donc de dire on va créer des emplois. Écoute, on parle 89. Ouais. On voulait créer des emplois en 89. Alors, on a dit on va étendre les heures d'ouverture. L'autre chose, c'est qu'il y avait un nouveau phénomène qui n'était pas nouveau, mais il y avait une règle qui venait de changer. Les marchés aux puces pouvaient désormais vendre de la marchandise neuve. Ça peut paraître banal, mais eux étaient ouverts le dimanche, c'était majeur. Et en général, les gens ne payaient pas de taxes. Alors, fait que ça devient... L'argent lousse! L'argent lousse, ça devenait drôlement intéressant. Puis là, les gens allaient dans les marchés aux puces. Alors, les entreprises ont dit, on doit réagir. Donnez-nous la chance de vendre aussi. Exactement. C'est intéressant comme point. Je ne savais pas que la genèse, c'était ça. C'est ce qui est arrivé. Mais là, on est en 2022. Et dans la dernière minute, puis je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, 283 000 vendus par Amazon. Amazon est ouvert 24 heures sur 24. Et ça, c'est sans compter tous les autres offres. Et ça va rester, là. Ça va rester. Ça veut dire que moi, si je fermais le dimanche, je t'enlève pas le goût. Puis, et de penser... Et j'ai peut-être le temps le dimanche. Moi, c'est ça. Peu importe je comprends très bien, mais moi, en tout cas, sur ce sujet-là, Simon, ce serait laisser libre choix. Je crois aussi. Mais en même temps, si demain, je suis le promoteur, j'ai mon centre d'achat, il y a un commerce sur 4 de fermé, j'enlève le goût à des gens de venir magasiner chez nous le dimanche. Et ça va amener quoi éventuellement? Et il faut qu'on réouvre ou qu'on le ferme. C'est-à-dire que mais il va y avoir un choix puis il va y avoir des conséquences parce que les gens peuvent continuer de magasiner. Dimanche, ma conjointe cherchait quelque chose pour son vélo. Il n'y a pas un magasin de vélo qui est ouvert dimanche. Et pourtant, il me semble que c'est une journée où j'ai envie de magasiner ça. T'es peut-être mieux de fermer le mardi. T'es peut-être mieux de penser à une autre journée de la semaine ou le lundi. Je pense pas que le lundi, les gens... La fin de semaine, on est plus actifs. Ça serait mieux d'être là. Ben, je crois. Il me semble que c'est là le moment où... Alors, si les quincailleries ferment demain, là, en sachant que dans certaines régions, tu peux être livré le jour même avec Amazon. Puis ils vont dire peut-être que les gros, comme Canac qui est rendu très gros, puis Home Depot vont être ouverts, eux autres. Ils vont rester ouverts. Alors, moi, je trouve que c'est bien cute de dire on va laisser le temps. Et le concept puis l'idée derrière est toujours noble. Hein? C'est-à-dire que les gens ont une belle vertu. Ils disent on va te donner un congé à nos employés. Puis les clients disent c'est le fun, on va te donner un congé aux gens jusqu'à temps que j'ai besoin de quelque chose. Puis quand je vais avoir besoin de quoi, là, ton congé me dérange et je vais commander ailleurs. Je suis très inquiet par ce mouvement-là que les gens tentent de ramener. Je suis pas sûr que c'est pour les bonnes raisons et je suis pas certain de ce que ça va donner comme résultat. Une chose qui est l'expérience client aussi, tu as sûrement noté, ça nous arrive maintenant. C'est une chose qu'on voyait moins il y a 15-20 ans, mais il faut quand même admettre que ça se voit de plus en plus. Tu vas arriver dans un très grand magasin, peu importe lequel, que ce soit les vêtements, quincaillerie, n'importe quoi. Je parle des très, très grosses bannières. Souvent, tu vas faire 6, 7, 8 rangées, tu vois pas un employé. Ah, il y en a pas. Ils se cachent. C'est fou. Tu dis, ben voyons donc, j'ai besoin... Des fois, juste pour savoir c'est où. Il y a beau avoir des affiches, c'est gros ces magasins-là. Où je vais trouver tel type d'ampoule, mettons, pour un frigidaire? C'est-tu à la même place que les ampoules ordinaires? C'est-tu proche c'est dans la section luminaire? Tu sais? Juste Puis quand tu arrives à la caisse, c'est souvent les employés, ils savent pas. Ils savent pas. Puis tu sais, tu comprends, c'est un mélange d'accumulation de mauvaise gestion. Je sais pas comment l'expliquer. Tu te ramasses dans la maison des fous parce que personne ne le sait. Je suis allé faire mon épicerie il y a 2 semaines et je fais mon épicerie. Quand j'arrive pour m'en aller finalement vers les caisses, écoute, il y a une file, mais une file, Gilles, sur à peu près 150 pieds. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Et les caisses informatisées, les caisses automatiques sont brisées. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça doit être le système, mais sont fermés. Alors, ils n'ont pas d'autre monde pour ça. OK, il y a un minimum de monde parce qu'il prévoit qu'il y a 6 caisses que les gens vont utiliser. Exactement. Fait que là, j'ai à peu près 150 personnes qui attendent, 150 pieds de gens qui attendent avec leur panier. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reviré de bord, finalement. Tu as vidé ton panier? Je suis allé reporter mes affaires. J'avais pas ce temps-là devant moi. J'avais une soirée, j'avais quelque chose. Je pouvais pas. Alors, c'est pas de la mauvaise volonté. Alors, j'ai vraiment pris le temps de remettre les choses dans les allées, mais
ça devient problématique. Si la technologie s'installe, il faut que j'ai un plan B. Tu sais, depuis une demi-heure, il y a plein d'exemples qu'on donne, mais ils vont se multiplier. Les gens. Puis ceux qui nous entendent doivent dire « Ah, ma soeur a vécu la même affaire, j'ai vécu la même chose. » Fait que, tu sais, il faut s'attendre à ça. Est-ce qu'on va être plus indulgent? On n'aura pas beaucoup de choix, d'après moi. Les gens sont pas si indulgents que ça par rapport à nos enjeux et nos problèmes. La preuve, je te le dirais, on le vit sur les autoroutes. Les signaleurs routiers qui sont là pour assurer notre sécurité, qui vont dire ralentissez, des choses comme ça, se font bousculer, se font bourrasser, ils se font insulter, mais ils se font frapper aussi. Pourquoi? Parce que les gens s'impatientent d'être dans le trafic. Alors, fait que les gens n'ont pas cette patience-là. Les gens sont toujours très conciliants tant que ça ne les touche pas. Oui, c'est vrai. En principe. Les gens ne sont pas racistes tant qu'ils n'ont pas sont pas homophobes tant qu'ils ne sont pas confrontés. Ils sont pour l'inclusion des gens qui ont de la difficulté, même au deuxième niveau, puis qui ont des problèmes de comportement, tant qu'ils ne viennent pas à côté de chez eux. C'est impressionnant. Alors, fait que les gens, oui, sont super conciliants, mais tant que ça ne touche pas, c'est que c'est correct, mais occupe-toi de ma commande. Tu te le feras sur les autres. OK. On est rendu à notre sujet. Écoute, on a fait attendre les gens 34 minutes de bonheur. Puis on pourra en parler encore en passant. Des exemples, on aurait pu en avoir pendant 2h30. On aura pour la prochaine chronique sans problème. Parce que je pense que, effectivement, le monde du travail, c'est quelque chose. Mais c'est pas inintéressant pour un gars comme toi qui fait des conférences, l'ajustement, tu es dans une période constante de changement. Plus que, je ne veux pas te vieillir, mais plus que les 20-25 dernières années. Écoute, Gilles, quand tu parles de service à la clientèle, c'est devenu le plus grand enjeu. Et le service à la clientèle, c'est l'aspect le plus difficile d'une compagnie parce que tu n'as pas d'indicatif de performance comme au niveau des ventes, comme au niveau de production et tout ça. Le service à la clientèle, c'est une perception. C'est quoi un mets épicé? Ben, tu as 29 définitions pour 29 personnes. Alors, c'est quoi un service rapide? C'est quoi un service courtois? C'est quoi un service efficace? La perception de la personne qui le reçoit versus la perception qu'il donne, il faut qu'ils se rencontrent. Tu sais, Simon, une fois, un gars que je connais bien, qui est devenu un ami, propriétaire d'un restaurant, me dit « As-tu pensé à toutes les fois que je quitte mon restaurant puis je laisse mes employés ils ont ma réputation dans les mains à chaque seconde. » Tout le temps. Un mauvais service, 2-3 personnes le disent. Tu sais comment ça se répand, un mauvais service? Fait qu'il dit c'est vraiment stressant. Je comprenais ce qu'il voulait dire, parce qu'au fil du temps, ça m'a encore plus frappé. Quelqu'un qui donne un mauvais service, qui n'est pas dedans, je ne sais pas, mais à la rigueur, tu as une mauvaise journée, puis tu rentres au bureau, puis tu bourrasses tout le monde, tu chiales après tout le monde. Tu vas tellement faire de dégâts que ton patron ou ta patronne va juste vivre ou comprendra pas parce qu'il saura pas exactement ce qui s'est passé. C'est rare que tu fais en passant, je me suis pogné avec lui, j'ai engueulé. Tu vas fermer ta boîte là, si t'as mal été. Il y a ça. Puis l'autre affaire, c'est imagine quand c'est leur nom de famille ou leur prénom qui est le nom d'entreprise. Qui est sur la fiche. Moi, j'ai un employeur qui m'avait dit il y a plusieurs années, il dit Simon, moi j'ai une dernière question quand je vais embaucher quelqu'un. Je me dis toujours, si ce soir, j'ai mon client le plus important pour l'avenir de l'entreprise qui est en ville, je dois le sortir avec sa conjointe. Et alors, j'ai convenu avec ma conjointe qu'on allait les sortir, c'était annoncé d'avance et tout ça. On a une sortie, peu importe, on va voir un spectacle, on va au resto, sans nommer de nom, tout ça. Et dernière minute, on a un enfant qui est malade. Il y a quelque chose, mais il y a de quoi qui nous empêche. C'est impossible pour nous d'y assister. Ces gens-là viennent de l'extérieur. Ils sont prêts. Il faut que je les confie à quelqu'un. Est-ce que cette personne-là que je m'apprête à employer, j'aurais confiance de lui, je m'apprête à engager, j'aurais confiance de lui confier l'avenir peut-être de mon entreprise en lui confiant mon client le plus important pour une soirée, sans avoir peur de la réputation de l'entreprise, comment il va se comporter, est-ce qu'il va bien faire les choses, est-ce qu'il va dire des choses qu'il n'aurait pas dû dire. C'est tout un test. Mon Dieu, oui. Mais je trouve que c'est un bon test parce que, j'ai quelqu'un qui me dit récemment, j'ai référé quelqu'un à mon entreprise. Je dis, hey, c'est un beau geste, mais est-ce que tu es conscient de ce que tu as fait? Tu as mis ton nom dessus, tu l'as adopté, c'est-à-dire, j'ai adopté cette personne-là, je deviens responsable de la recommandation que j'ai faite. Si ça se garde tantôt, là, on a le droit de regarder dans ma direction pour dire « Mais t'as pensé à quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu me réfères une telle personne? » Bon, allons-y. Quitting, donc la démission silencieuse. Nouveau phénomène qui prend de l'ampleur? C'est le nouveau virus, comme je disais tout à l'heure. C'est un nouveau phénomène qui prend de l'ampleur. Ça date du mois de juillet en passant. C'est assez récent. Hein? On est vraiment dedans. Et c'est un dénommé Zaid Khan, qui est un jeune Américain qui a fait une vidéo de la chaire de recherche de l'université TikTok, hein, parce que tout est là maintenant. Ben oui. Et lui, il a eu une super idée, finalement, c'est que Zaid Khan, M. Khan, il dit qu'au fond, le travail n'est pas tout, et puis il a décidé, lui, de lancer une espèce de mouvement en disant « Je vais faire le strict minimum ». Mais c'est quoi, quiet quitting? C'est pas quitter mon emploi, mais le quiet quitting, c'est
je vais faire rien de plus qui est sur ma description de tâche. Alors, puis, alors, donc, mais rien. Au pied de la lettre de ce qu'on me demande. Au pied de la lettre. J'ai plus d'initiative, pas de temps supplémentaire. Je vais devenir ponctuel aussi. C'est-à-dire que si je finis à 5 heures, à 5h01, je suis sorti. Dans mon char. Je te dérangerai pas. Alors, fait que c'est vraiment comme ça. Alors, c'est là qu'on est arrivé. Et puis, tout ça tourne autour que les gens ne veulent plus se définir en tant que... Ils veulent plus se définir en tant qu'être humain que par leur travail. On a souvent ces discussions-là. Les jeunes me disent « Ah, moi, je ne vais pas faire comme vous autres. Je ne vais pas m'identifier à mon travail. » Mon père a toujours travaillé. Ma mère a travaillé comme une folle. Finalement, elle est morte jeune. Je ne veux pas vivre une vie de fou de même. Exactement. Exemple. Et c'est pas à la mode. Tu sais, à une époque, les entrepreneurs, c'était des rockstars. On disait « Ah, s'il est travaillant, elle est travaillante. Fort, puis il a bâti de quoi. Puis... Exactement. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Ces gens-là sont comme des fuckés. Excuse-moi le terme, mais ils sont comme des dérangés parce qu'il y a des gens qui regardent ça et disent « Ouais, mais ça mène à quoi? » Ça mène quoi, ouais? Ça mène à quoi? Parce que je vais tout donner, je vais impacter ma vie familiale, ma vie personnelle, ma propre personne, ma santé pour finalement aboutir à quoi? Alors les gens regardent ça et disent « C'est pas vrai que je vais me définir par mon travail. » Il y a peut-être de quoi entre ceux qui en faisaient trop et ceux qui font le minimum. J'ose croire qu'il y a un milieu entre les deux et ça remet tellement de choses en question. Et ce nouveau phénomène-là, bien, il est apparu. Là, les gens trouvent ça intéressant. Et écoute, j'ai des raisons pour lesquelles les gens le font. Il y a toutes sortes de choses. Puis c'est épeurant comme employeur. Qu'est-ce que les employés retirent de ça? Qu'est-ce qu'ils en retirent? Écoute, ils disent qu'ils reprennent le contrôle. C'est qu'ils sont plus à la solde. C'est vraiment le sentiment qui est exprimé. C'est que les gens disaient... C'est pas vrai que je vais être contrôlé par un employeur. C'est pas vrai que l'employeur va me définir, qu'il va dire qui je suis. Je suis autre chose que mon emploi. Alors, fait que c'est vraiment on est dans l'air du temps, hein, les gens. C'est, écoute, ton corps, mon X, c'est toutes les patentes. C'est correct, j'ai rien contre ces phénomènes-là, mais on est vraiment purement dans ça. C'est que là le travail, c'est un véhicule pour... m'apporter une qualité de vie intéressante, mais c'est rien de plus qu'un véhicule. Je peux le remplacer, je peux le changer, je peux même le laisser aller aujourd'hui, je peux le quitter et je vais m'en trouver un autre parce que c'est juste un véhicule. C'est plus... Les raisons donc qu'ils donnent pour faire ça, c'est dans le fond de se trouver une meilleure? Les raisons, écoute, je vais t'en donner quelques-unes. J'ai amené des perles et là, je vais faire sacrer du monde. Il y en a qui vont être choqués. Pourquoi ils veulent faire ça? Maintenant? C'est ça. Les gens disent, d'abord, on m'a refusé une augmentation de salaire. Alors, on sait que les augmentations de salaire, c'est encore important. On est dans un contexte où les gens... C'est un dû, dans le fond. C'est sûr que c'est un dû. C'est puis plus jeune, on le disait, Gilles, on parle pas de religion, on parle pas de salaire, on parle pas de... C'est tabou. Aujourd'hui, les gens le mettent, l'affichent sur les réseaux sociaux. Alors, on est à veille les gens vont se présenter à propos sur, mettons, une page Facebook. On va voir le salaire horaire ou annuel de la personne. Alors, c'est fascinant. Le refus des tracances, Gilles. Tu te souviens, on a parlé des tracances. Oui. Et tu vas voir comment je vais faire un lien après tout ça. Mais alors, ça, les gens disent... Travail, vacances, un mélange des deux, donc, on l'a bien expliqué. Mais il y a des employeurs qui vont dire non. Alors, l'employé dit OK. Moi, je sac mon camp. Ça fait que je vais faire du quiet quitting. Donc, alors, tu me refuses ça. Je vais rester, mais j'en ferai pas plus. Je vais faire le minimum. Alors, je vais arrêter de faire du temps supplémentaire. Je vais arrêter de répondre à mes courriels le soir. Je vais arrêter de... Essayez pas de me rejoindre parce que tu me le prends en fin de semaine. Je ne répondrai pas. Je vais faire ce pourquoi tu m'as engagé. Je vais m'en tenir au strict minimum. L'obligation de travailler en présentiel. On a évoqué il y a quelques minutes à peine le fait que les employés de l'Auto-Québec ont fait conventionner le fait de pouvoir travailler à distance. Alors, les gens, si on leur refuse de travailler en présentiel, ils vont venir, mais tu vas voir que je vais t'offrir vraiment le minimum de ma personne. Écoute, tu vas aimer celle-là, mais on m'a refusé le fait d'amener mon animal de compagnie au travail, donc je vais faire le minimum. Alors, toutes des raisons qui sont vraiment, Gilles, très, self-centered, très profondes. en bon québécois. Pour faire comme les autres. Écoute, j'ai envie de faire comme mes collègues le font, pourquoi j'en ferais plus qu'eux autres? Alors, je vais faire comme les autres. Alors, il y a un effet d'entraînement aussi dans ça, ce qui est épouvantable. On m'a refusé, j'ai pas assez de vacances. Je devrais 10 semaines et puis je suis encore pogné à 8. 4 ou à 8. 4. C'était écœurant, 4. Cette personne-là va avoir un téléthon, c'est sûr. Pour avoir le contrôle, montrer que on peut pas me contrôler. Alors ça, c'est des commentaires que les gens disent. Écoute, celle-là, Gilles, je vais te faire de la peine, je vais te virer à l'envers. Oui, je sens ça. Mais pour m'économiser, c'est-à-dire que
Moi, le soir, là, j'ai des activités. Je ne veux pas être fatigué. Alors, fait que j'ai besoin d'équilibrer mes forces. Mes forces, mes énergies pour être capable, ce soir, si je joue au hockey, je dois être en forme quand je joue au hockey. Mes chums s'attendent à ça. Donc, toute la vie, les 24 heures de ma vie comptent. Oui, le travail, c'est comme les autres. Comme je dis, c'est vraiment un véhicule. C'est pas plus que ça. Et la dernière, écoute, c'est anormal qu'un employeur refuse ça, un employé, mais le refus des congés de congés lors de ma fête. Et on avait parlé la dernière fois. Exactement. Puis c'est pour ça que je veux faire un parallèle. C'est que les gens qui nous écoutent, là, on peut se demander, je fais quoi pour faire en sorte... Réalises-tu que ce qu'on vient de nommer là, Gilles, dans ce nouveau phénomène-là, c'est exactement ce qu'on a parlé dans nos 2 derniers podcasts qu'on a fait, où on dit aux gens, voici ce que les employés recherchent aujourd'hui. Et alors, si les employeurs font la sourde oreille, moi, si je suis un employeur ce matin, puis je m'inquiète vraiment là, de ce nouveau phénomène, et je devrais m'y inquiéter, je devrais m'inquiéter par rapport à ce nouveau phénomène-là, la première chose que je dirais, c'est aller réécouter sur les plateformes, aller réécouter parce qu'on a parlé de ces points-là. Oui. Et dans le fond, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en faisant mon travail... Ça a juste un nom maintenant, mais on l'a vu venir d'une certaine façon. C'est ça que tu dis. Tout ce qu'on disait que les employés maintenant voulaient, c'est aujourd'hui les raisons pour lesquelles ils ont recours au quiet quitting. Alors, tout est dans tout. Et les gens doivent revenir définitivement à ça. Absolument. Dis-moi, mettons que je suis un employeur, présentement, j'entends ça, je me dis comment je peux déceler le début de peut-être qu'un commencement de quiet quitting dans mon entreprise. Y a-tu des signes? Oui, il y en a. Ils ne sont pas faciles. Parce que c'est sournois. Il n'y a personne qui va s'en vanter. Il n'y a personne qui va te le signifier, qui va dire, en passant, là, ce que je suis en train de faire, c'est du quiet quitting. Et alors, fait que les gens ne le diront pas. Donc, il faut que tu observes. Il faut vraiment que tu sois attentif plus que jamais. Et je dirais, rapprochez-vous des employés. Il y a des ressources humaines qui font déjà un travail formidable. Mais comme employeur, je me dois d'aller me mettre aux côtés de mes ressources humaines. Ces gens-là font un travail pour moi de recrutement, de structure, d'organisation, de bonne entente au sein de l'organisation. S'y intéresser plus, dans le fond. S'y intéresser plus, mais faut pas que ça soit perçu comme un mur. Il faut que les gens aient l'impression que la patronne, le patron soit avec nous autres dans nos efforts. Alors, fait qu'il faut que je sois sur le terrain plus souvent. Il faut que je jase avec mon monde. Il faut que je sois capable de rester proche. Mais le quiet quitting peut se faire sur les lieux de travail, mais il peut se faire à la maison aussi. Dans le télétravail, oui. J'allais t'amener là. Ouais. Ça se peut pas que ça soit juste au travail. Ça va être impressionnant. C'est quasiment plus facile de le faire à la maison. Écoute, tu me vois pas. Et qu'est-ce qui dit que je suis pas en train de travailler? Je suis en train de le faire. Je suis capable de te montrer que je suis connecté, je suis en ligne et je suis comme ça. Alors, il faut vraiment, vraiment que je sois attentif. Il faut que je sois vraiment attentif aussi au niveau de la production. Est-ce que j'ai plus de plaintes? Souvent, l'apparition de plaintes mineures va amener quelque chose. Il faut se souvenir, Gilles, lorsqu'on parle des plaintes, que seulement 4% des gens vont se plaindre. Alors, quand vous avez une plainte... Ça se peut pas qu'il y ait juste 4% des gens qui sont insatisfaits. Exactement. Mais ceux qui vont se plaindre officiellement, c'est 4%. Alors, quand j'ai une plainte, il faut le voir comme étant un porte-parole d'une opportunité d'affaires déguisée. C'est un client qui dit... Je vous apprécie. Voici un drapeau qui est élevé. Là. Exactement. J'ai envie de continuer à faire avec vous autres, mais vous devez faire des changements. Alors, quand les plaintes mineures commencent à apparaître, OK, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'interne? Est-ce que les gens ont commencé à peu se soucier du sort de l'entreprise ou du sort de la satisfaction des clients? Vois-tu, j'ai un ami qui travaille dans une grande entreprise où, évidemment, comme à peu près partout ailleurs, les employés ont signifié qu'ils voulaient rester à la maison essentiellement. Puis, les entreprises, c'est de la négociation, quelques journées, puis tout ça. Mais il disait un des éléments majeurs, puis qu'on n'arrive pas à mettre en place, puis qui est une évidence quand on y pense, c'est que la transmission des valeurs, de l'âme de l'entreprise, c'est très difficile en télétravail. Fait qu'il manque cette connexion-là, cette connectivité-là, ça... Puis si tu as une seule journée dans la semaine où il y a beaucoup de dossiers à régler, puis toi, tu rentres au bureau, puis Simon, il faut que je te parle. Simon, je peux-tu te voir? Simon, finalement, tu as tellement de petits dossiers, tu n'as pas le temps de faire de ce genre de meeting-là. Fait que finalement, où et quand se fait la transmission de l'âme de l'entreprise? Il y en a plusieurs qui doivent se poser ces questions-là. C'est très difficile. Puis l'autre chose, c'est que les gens... Ça, on a parlé d'Auto-Québec. La réalité, c'est que la personne qui va aller travailler sa journée là, par semaine, je vais te le dire comment ça va se passer, Gilles, c'est des retrouvailles. Et la personne, il faut qu'elle se réinstalle. Au café, ça va jaser. Ah oui, ça va jaser. C'est normal, l'être humain, comment ça va, puis bon. Et Gilles, si en fin de semaine, tu pars pour une journée, tes gars ont joué au hockey, tout ça, puis demain, tu as un tournoi, là, admettons, pas très loin, là, à Pont-Rouge. Mais demain, ta journée, il faut que tu la planifies. L'employé qui vient travailler une journée, il faut qu'il planifie ça. C'est comme un petit voyage qui part
Quand il arrive, il faut qu'il se réinstalle, il faut qu'il se réinstalle à son poste de travail. Maintenant, on est rendu que les entreprises ont dit on va mettre des postes de travail qui n'appartiennent pas à un individu. Ouais, tu prends celui qui est disponible, go. Mais là, il faut que je me réinstalle, il faut que je prenne la peine Les retrouvailles, c'est le mot parfait. Oui, puis les gens vont perdre du temps. Hey, Jack, comment ça va? Hey, puis ta Écoute, fille, finalement, elle a eu sa job. Puis là, tu pars, elle est suivie, là. Fait que les gens me disent actuellement, Simon, la journée ou les 2 journées que je vais au bureau, c'est les journées où je produis le moins. Parce que finalement... Sais-tu quoi? Je le crois. Je suis convaincu, moi aussi, que ça se passe comme ça. Et là, c'est dommage parce que, tu l'as dit, la transmission des connaissances, des valeurs. Et ça se fait pas c'est pas une formation. Ça se fait au contact. Ça se fait lors d'un lunch. Puis au fil du temps? Lors du temps. Ça se fait au niveau de la vente, tu sais, je m'en vais, mettons, j'accompagne un plus vieux, une plus vieille représentante sur la route. Et pendant on roule, on parle de comment la compagnie est arrivée, là, qu'est-ce qui se passe, comment... C'est comme ça qu'elle se transmet. Je peux pas dire 2 personnes, asseyez-vous ensemble, Gilles, transmets à Simon les valeurs de compagnie. C'est pas le même. Ben non, là, tu veux dire, on commence par où? Par quoi? 12 minutes après, on va être en train de parler de la prochaine saison du Canadien. Ouais. C'est comme ça que ça va arriver. Alors, les employeurs doivent être inquiets à ce niveau-là parce qu'effectivement... Et ça va changer, ça ne se communiquera pas. Et la nouvelle génération est plus ou moins, je te dirais, c'est pas une valeur qu'ils recherchent. L'ancienneté est plus si importante que ça. Il y a beaucoup d'écrits qui se sont faits, beaucoup d'études qui se font, beaucoup même de thèses qui se font sur... Puis je pourrais dire un thème général, mais qui va englober pas mal d'affaires. Le thème pourrait être « Où est passée l'ambition? » C'est une grande question. Écoute... Parce qu'il y a question de ça. Derrière tout ce qu'on dit comme nouveauté, il y a quand même quelque chose qui se perd un peu, là. Écoute, l'ambition, on vient au monde avec. C'est ce qui nous amène à marcher un jour. On espère marcher parce qu'on fait des efforts. On tombe. Puis on se relève tout le temps. Moi, je ne sais pas, mais on m'a dit que j'ai tombé en marche. Je me suis pété le front. Regarde, ça m'a fait une grosse tête, quelques cicatrices. Non, mais c'est important de parler de ça. Moi, je trouve que oui. Et comme je dis, on vient vraiment au monde avec ça. Mais à un moment donné, notre vision de l'ambition change. Après ça, je vais apprendre à faire du vélo. Je vais apprendre à attacher mes souliers. Je vais apprendre à manger moi-même. Je vais apprendre à tenir ma cuillère, ma fourchette de la bonne façon. Mais si tu apprends à manger à toi-même, après avoir pris le vélo, tu es un peu en retard. Je suis dans le il y a un ordre à respecter. Hein? Alors, non, je comprends très bien. Mais l'ambition professionnelle semble se perdre. L'ambition aujourd'hui, là, les gens en ont. Mais on dit que l'ambition, c'est propre à chacun. Mais les gens en ont. Ils ont l'ambition d'avoir plus de vacances. Ils ont l'ambition de faire des bons salaires. Ils ont l'ambition de partir 6 mois en voyage. Ils ont l'ambition d'éventuellement prendre leur retraite tôt. As-tu remarqué comment l'ambition n'est plus comment je vais m'épanouir ou je vais me développer professionnellement? On dirait même qu'il n'y a plus de concept de carrière. Ça, on n'en parle plus. Tu sais, la carrière, on parle plus de ça. Sinon, tu sais que tu es là-dedans tous les semaines. Écoute, on dirait que c'est gênant. On dirait que les gens ne veulent pas dire comment ils aiment leur job. J'aime ma job. OK, parfait. Mais c'est comme... il faut pas aujourd'hui... C'est comme si ce serait gênant que je te dise je m'épanouis dans mon travail. Gilles, je me sens... Deviens une meilleure personne au contact avec les collègues. Puis les clients, j'aime ça. On dirait que c'est plus à la mode. C'est comme si tu n'étais pas ta propre personne. C'est comme si tu avais vendu ton âme au diable. C'était écœurant. Et on dirait que une des choses qui me fait craindre aussi, c'est que j'ai peur par rapport à l'establishment. C'est-à-dire que, il y a eu longtemps, il y a eu vraiment un gap entre les directions d'organisation, autant privées que publiques, et le personnel. Il y avait ça. On a vu l'apparition des syndicats, on a vu il y a eu toutes sortes de choses. Et là, j'ai l'impression qu'on s'en retourne dans une direction comme celle-là où on va créer un gap où les gens disent, nous autres, on veut que tu aies de l'ambition. Et comme employeur, une des choses, c'est que la personne qui nous écoute aujourd'hui, il faut apprendre que l'employé ne peut pas avoir mon ambition. Si j'ai un restaurant demain puis mon employé a autant d'ambition que moi, il est mon prochain compétiteur. C'est aussi simple que ça. Martin Saint-Louis, quand il a choisi ses adjoints, il veut des gens qui ont de l'ambition, mais l'ambition d'être un bon adjoint. Coche en bas. Exactement. Pas l'ambition d'être coach, parce que sans ça, je vais être le premier qui va te remplacer. Puis ils vont s'accrocher plus. Ils vont s'accrocher plus. Alors, fait qu'il faut redéfinir l'ambition. Il faut comprendre c'est quoi que les gens ont comme ambition, mais ça semble être pas des ambitions professionnelles actuellement. On est encore dans le personnel. On est vraiment dans le personnel. Qu'est-ce que moi, ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus? Alors, je vais améliorer mon ski, je vais améliorer mon golf, je vais améliorer mon vélo, mais je ne veux pas nécessairement m'améliorer dans mes compétences au niveau du travail. On peut certainement pas dire que c'est le cas de tous les travailleurs. Non. Il y a sûrement des gens qui sont plus passionnés qui vont le faire. Puis en même temps,
Moi, mon questionnement, puis d'ailleurs, ça doit être un sujet de tes conférences, c'est que les patrons doivent dire, moi, je suis prêt à vivre avec les nouvelles conditions où on doit donner plus d'autonomie puis plus de liberté aux employés. Mais il y a des limites à ça, tu comprends? Ben, s'ils veulent les clés de l'entreprise, qu'ils payent puis qu'ils partent avec, parce qu'à un moment donné, je peux pas faire plus que... Tu sais, puis en même temps, est-ce que ça me garantit, en leur donnant beaucoup de goodies, beaucoup d'avantages ou de demandes, répondre à leurs demandes, qui vont vraiment être des meilleurs employés ou s'ils vont me demander encore plus l'année d'après? Fait que, tu sais, t'es quand même un carrefour où tu dis... Jusqu'à quel point on doit, comme employeur, faciliter l'intégration et les besoins des employés tout en gardant une différence entre l'employeur et l'employé? Écoute, c'est majeur, ça. J'aime tellement ce que tu dis. C'est un enfant trop gâté, qu'est-ce que ça finit par faire? Hein? Et bien, à un moment donné, je ne veux pas dire que... On ne sait pas l'avenir, mais tu sais vers quoi on s'en va. On sait, exactement. Puis la preuve, c'est que, justement, on vient de parler du télétravail. Au début, les gens étaient un petit peu réfractaires. Oui, réticents, on ne sait pas trop. Et ça s'était installé. Et tu vois que les entreprises qui essaient de retirer ça. Alors, fait que tout ce que tu donnes, le 8 semaines de vacances que je te donne, puis le boni. Le boni, c'est tout ça, là, je pourrais plus jamais l'enlever. Mais à un moment donné, ça devient de l'acquis. La preuve, c'est que tu parlais de 50% des Québécois, des Canadiens actuellement qui attendent la prochaine paye. Oui, pour vivre, oui. Oui, mais pendant la pandémie, on a réduit nos dépenses. Alors, on a réduit nos dépenses, donc on a augmenté nos revenus ou nos profits comme individus, si on peut dire. Mais on ne l'a pas placé, on l'a dépensé. Ben oui. Mais on a appris à compter avec. Et là, on recommence. Alors, on a recommencé à aller un petit peu plus au resto, on a recommencé à faire des activités, à utiliser notre voiture davantage et tout ça. Mais là, l'inflation frappe. L'inflation frappe. Puis là, les gens disent, j'arrive plus. Pourtant, ils ont eu dans certains cas, ils ont eu des augmentations et tout ça, mais ils se sont habitués à ne pas compter ces dépenses-là. Alors, dès que tu as l'employé qui t'a donné un boni pour ça, est-ce qu'il va être satisfait en disant merci pour les 20 prochaines années? On sait bien que non. Non, il va demander d'autres choses. Et c'est pour ça que tantôt, je faisais référence aux 8 semaines de vacances. Ça va être quoi? Tantôt 10? Ça va être 12? Tantôt, on va avoir des gens qui vont avoir du 12 semaines de vacances, puis ça va devenir normal. Et alors, c'est quoi la limite? Et ça revient à l'ambition aussi, parce que comme employeur, là, à un moment donné, il y a des employeurs qui vont dire le quiet quitting, là, peut-être que je suis rendu là, moi aussi. Et peut-être que je devrais commencer à dire je vais vendre mon restaurant, je vais vendre mon commerce. Il y en a qui le font, il y en a qui vont le faire. T'es d'accord? Ah, oui. Tu n'entends, c'est sûr, tu travailles avec les PME. Écoute, j'ai parlé avec un employeur récemment, il dit Simon, il dit pour te dire comment je suis à bout. Il dit, j'envisage de vendre mon entreprise et ça, c'est si je suis capable de la vendre. Et si je ne suis pas capable de la vendre, sais-tu quoi? Il dit, je mets la clé dans la porte, je mets les équipements, puis je vais faire d'autres choses. Avant de développer un cancer, tellement qu'il était écœuré. Je suis plus capable, il dit, toutes mes cœurs. Je dors pas bien, je file pas. Je m'endors à 8 heures le samedi soir. Il dit, et c'est un couple en plus. Alors, les deux sont à la même place, il y a une tension, ils s'éloignent. C'est difficile. Et j'écoutais ces gens-là, c'est triste. C'est épouvantable. Ils ont bâti une belle entreprise qui fonctionnait bien. Et là, lui, ils sont en train de tous les deux de se perdre dans ça. Et tous les scénarios sont envisagés. Alors, ça va être quoi tantôt? Ces entrepreneurs-là représentent tellement d'emplois au Québec, ils représentent tellement un pan de l'économie important que si ces gens-là disparaissent parce que l'ambition disparaît, on va se retrouver avec un déficit autant au niveau économique qu'au niveau de l'emploi et du plaisir de vivre en société. Parce que ces commerces-là ont un impact sur nos vies. Et le pire, c'est que ceux qui demandent tout ça puis qui réussissent par négociation à avoir des avantages, qui veulent... Il n'y a rien qui nous garantit qu'ils sont plus heureux puis qu'ils sont pleinement satisfaits. C'est ça qui est le pire. Parce que c'est pas juste les conditions de travail puis le salaire qui fait que tu es heureux. C'est souvent la motivation, l'ambition, l'intérêt, les possibilités devant toi. Fait que, tu sais... Finalement, c'est comme si on essayait de nous faire croire que ceux qui sont autour de nous, les employeurs, nos boss, les patrons, le directeur, tous ceux, eux autres vont nous guider, puis nous autres, on va décider derrière ça, comme si on n'avait pas de responsabilité. C'est ça qui me frappe le plus. C'est comme si personnellement, on n'avait plus la responsabilité d'être heureux, puis de réussir son travail, puis d'être fier de travailler. Il y a une part de nous autres là-dedans, pas à peu près. Puis une des choses en passant, c'est que quand on parle, si on fait un gros melting pot avec tout ça, quand on parle de service à la clientèle et d'ambition, une des causes principales de mauvais service à la clientèle, c'est l'absence d'une description de responsabilité. Et je n'ai pas parlé de tâches, de responsabilité. Une absence de description de tâches. La description de tâches t'amène le quiet quitting. Parce que là, je te dis, tu finis à 5 heures, faut que tu fasses 12 téléphones par jour. C'est le cadre. Alors que la responsabilité, je vais plus loin. Je te mets en charge de telle section,
tel département. T'assurer que Exactement. ça soit fait. Et donc, c'est toi. S'il manque quelque chose, c'est toi. Si ça va pas bien, c'est toi. Alors, j'en donne plus à mon employé. Ça crée de l'ambition. Il est obligé d'avoir un peu d'ambition. Ce qui est drôle, c'est que jadis, que tu dis là, Oui. Simon, c'est extraordinaire, ça faisait plaisir aux gens. Il me fait confiance, puis il me donne des... Puis aujourd'hui, c'est C'est comme si c'était un défaut. pas sûr. Il va abuser. Ouais, il va abuser. Il me va demande de finir quoi. plus tard. Il m'a donné une clé. Il va m'appeler à soir C'est parce qu'il y a un sûr. gros dossier demain qu'il faut régler. Ah. Puis même que je lisais récemment des gens qui refusent d'avoir le cellulaire fourni par l'entreprise. Parce qu'ils vont me déranger. Ben oui, c'est que après ça, je suis obligé d'accepter que tu vas me contacter dessus. Alors, fait que si j'ai mon propre téléphone, j'ai le droit de le fermer. Tu sais, objectivement, au plan de la santé mentale puis de l'équilibre de vie, on peut comprendre toutes ces doléances-là, Oui. puis ces critiques-là. Par contre, faut voir l'autre côté de la médaille aussi. Tu sais, c'est que je suis. Il va falloir atteindre un équilibre. C'est le fameux mot de tout, hein, Oui. de toute la vie, dans l'alimentation, dans la boisson, dans nos sports, l'équilibre. Il faut tendre vers l'équilibre. C'est pour ça que à peu près dans toutes les sphères, on se dit, OK, parfait, là, là on y va à l'extrême, de temps en temps, on y va trop bas. Essayons d'être dans le milieu, mais ça va être vrai pour ça aussi. Mais là, je crois qu'on est on est vraiment effectivement dans le déséquilibre. Ouais. Et puis, c'est la santé mentale. Là. Je suis soucieux de ça. Je suis préoccupé par ça. J'en suis pas à l'abri. Je peux moi aussi, à un moment donné, Avoir des problèmes. avoir des problèmes et tout ça. Puis, alors, il faut être conscient. Puis comme employeur, j'ai une responsabilité de m'occuper de la santé mentale de mes gens. La COVID, on a parlé tellement à un moment donné que la COVID était encore plus grosse qu'elle était. C'est que c'était toujours ça. Puis c'était... Avec le dos large, comme on disait. Avec le dos large, puis on avait les 2 pieds dedans, puis elle a encore le dos large. Sauf que la santé mentale, à force d'en parler, là, à force d'entendre parler de symptômes, je m'interroge des fois à savoir, est-ce qu'on finit par associer rapidement les symptômes à une condition? Moi, je ne suis pas un médecin, là, mais tu lis des symptômes de quelque chose sur Google, Gilles, tu vas l'avoir. Oui. Je raconte souvent une anecdote, peut-être que je l'ai déjà raconté, mais je suis dans ma chambre d'hôtel un soir, je m'apprête à me coucher, puis je lis le journal, et on est dans la période des déménagements. Et comme à chaque année, on parle de quoi? Des punaises de lit. Et à l'époque, c'est dans le journal La Presse, lorsqu'il était immense. Gros dossier, ouais. Le gros dossier, puis les 2 grosses pages. Je sais, on Toi, t'es dépliait dans en un 4. lit qui n'est pas le tien. Exactement. Fait que tu fatigues. Et puis là, il y a une photo de la punaise de lit qui ont grossi à peu près 723 000 fois. Et là, je lis tout C'est ça. Hulk, là. Ah oui, exact. Oui, Hulk. Et là, je vais à la salle de bain, me brosse les dents, je me couche. Et là, je commence à me gratter. Arrête. Mais me Arrête. gratter, Gilles. Le lendemain matin, quand je me suis levé, là, j'avais l'impression d'avoir été abusé. Il y avait des bébites. graphines partout. Je me suis vraiment gratté toute la nuit. Il n'y avait pas de punaise de lit dans mon lit, j'en suis convaincu. J'ai fréquenté cet hôtel-là, je ne sais pas combien de fois au fil des années. Mais là, on parle tellement de santé mentale et de fatigue professionnelle, tout ça, qu'à un moment donné, on dit, coudonc, est-ce que je serais fatigué? Peut-être que je suis rendu là. Et c'est... Fait qu'à un moment donné, je veux bien, là, mais je crois qu'on a atteint un déséquilibre. Les gens sont pas plus heureux qu'ils l'étaient. Fatigue, Fatigue burn-out, s'installe, écoute, burn-out. Puis, faut pas rire de ça parce qu'il y en a vraiment. Ah oui. Puis c'est vrai. Sauf que tu dis en même temps, comme c'est dans l'air du temps, puis que c'est beaucoup dit, beaucoup entendu, il y a des gens qui. Puis en même temps, tu as l'air mal comme patron. Si tu dis, regarde, je suis pas rentré aujourd'hui, je ne l'ai pas pantoute, je suis pas dedans, je pleure pour rien. Bon, ça peut être des vrais symptômes, puis ça peut être un vrai début de dépression. Oui. Mais en même temps, tu peux penser que l'être humain étant ce qu'il est, il y en a qui vont en profiter. Écoute, à tout instant, j'ai des amis C'est qui me impensable disent- de penser que c'est vrai à 100%. Par contre, on peut pas. C'est une des problématiques fondamentales. Ouais. On peut pas critiquer tant que ça parce que Ça ceux qui saigne sont pas. aux prises, puis ceux qui sont aux prises avec ça, ils ont vraiment des problèmes. C'est des vrais malheurs. Oui, Puis ben oui, puis ben complètement. Je veux pas diminuer ça. Non, mais je comprends ton point, mais est-ce qu'on peut imaginer que certains en profitent? Moi, je dirais oui. là. dans n'importe quoi. Et c'est alors, fait que je crois que le déséquilibre s'est installé. Et tu l'as dit, est-ce que les gens sont plus heureux? Fondamentalement, on n'a pas la preuve, Gilles, parce Non. que il y a une statistique que j'aimerais te donner, là, on achève, mais Oui. 25% des gens seulement se sentent engagés dans leur entreprise, dans leur emploi. Et ça, c'est au niveau mondial. C'est un chiffre qui a baissé Qui a- au fil qui a du temps? baissé. OK. En France, c'est 6%. Oh! Les Français disent que c'est 6% se sentent engagés. C'est hallucinant, Gilles. Alors, ça veut dire que quand on dit que l'emploi a beaucoup moins de place dans la vie des gens aujourd'hui, on dirait que l'emploi, c'est devenu un mal nécessaire. Et moi, je continue à penser, puis je répète ça tout le temps, mais quand ça va mal au travail, ça finit par aller mal à la maison. Puis quand ça va mal à la maison, ça finit par aller mal au travail. C'est toujours multifactoriel quand tu files pas. Mais quand tu parles de l'engagement, des chiffres comme ceux-là, Gilles, c'est impressionnant et c'est inquiétant. C'est drôle parce que on va finir avec quelque chose, Oui. un lien avec la campagne électorale qui est en cours présentement au Québec pour encore une couple une semaine peut-être. On va être dans le dernier droit.
tu as une situation actuellement qui va faire qu'à peu près... Parlons de service à la clientèle, Oui. parce qu'il y a un lien à faire. Je pense que tu vas me voir venir. Tu as à peu près, selon les sondages, 38% des votes qui vont aller à la CAQ, mais compte tenu qu'il y a une division presque égale entre les autres partis d'opposition, 15-16, 15-16, tu vas te ramasser avec M. Duhem qui va avoir des voix beaucoup, mais pas assez pour se faire élire. Puis pas assez, ça va être vrai pour Mme Anglade, ça va être vrai pour M. Plamondon, puis ça va être vrai pour M. Nadeau-Dubois. Donc, tu vas te ramasser avec 62% des Québécois qui vont être insatisfaits du choix populaire démocratique pour 38% des voix qui vont donner peut-être une centaine de députés. Donc, une centaine de députés qui vont représenter avec une majorité les Québécois, mais 62% des gens n'auront pas un service à la hauteur de leurs attentes, vont en voter pour d'autres choses. Ils vont avoir été déçus. C'est ça. Ça, je veux dire, c'est quand même impressionnant. C'est notre vie de tous les jours. Là. C'est un exemple plus macro de toute notre histoire, mais ramène ça à des entreprises, ramène ça, c'est à peu près la même problématique. Écoute, les 2 dernières élections fédérales, le Parti libéral a perdu le vote populaire. Oui. Peu importe ce qu'on a dit. Il a gagné l'élection. Il a gagné l'élection et effectivement, bien, on va se rendre compte qu'il va y avoir beaucoup de malheureux le lendemain de l'élection. Ce sera pas facile pour Mais dans une société qui râle, qui se plaint, on n'a rien de... C'est pas fantastique non plus comme représentativité. Là. Mais moi, je veux pas parler du système politique qu'on changera peut-être un jour. Je veux juste dire la résultante. La résultante, c'est majeur. Il y a une insatisfaction tout de suite qui va s'installer. Tu l'as dit, les perceptions, les attentes des gens, ça va être de la déception pour la majorité des gens. Et aussi, la quantité d'indécis est importante, est frappante. Oui. Est frappante. C'est plus comme avant. Et j'ajouterais quelque chose sans parler de politique, là, mais... les employeurs là, qui nous écoutent doivent comprendre une chose, c'est que le Parti libéral et le Parti québécois, qui sont les 2 plus vieux partis dans l'élection présente, sont sur le respirateur artificiel. C'est très tough. Oui, c'est ça. Ils ne sont pas adaptés tellement. Ça veut dire que les entreprises qui vieillissent bien, c'est difficile. Les idées qui vieillissent bien, c'est difficile. C'est encore plus vrai en 2022. Quand on parle de quiet quitting puis de télétravail... Il faut être aux aguets. Faut être aux aguets. L'employeur, aujourd'hui, tantôt, je disais, c'est le nouveau virus. Là, et je sais qu'il y en a qui sont découragés, mais il faut que tu regardes ça et tu te dises, OK, bon, ben la pandémie, c'est un accélérateur. Alors, je dois aussi faire accélérer mes solutions. Je dois être vraiment aux aguets. Je dois trouver des choses. Il faut que je le fasse avec mon monde. C'est-à-dire, il faut que je m'assoie avec mes employés. Parlez à vos employés, demandez-leur ce qui les a attirés chez vous. Demandez-leur toujours qu'est-ce qui t'a attiré chez vous, puis qu'est-ce qui fait que tu restes chez nous, pour être capable, d'après ça, de pouvoir créer une plateforme dans laquelle les gens vont avoir envie de s'associer à nous autres, puis travailler avec nous autres, essentiellement pour le succès de tout le monde. Monsieur Simon, merci beaucoup. À bientôt, On va Gilles. s'en parler, c'est sûr. Hein? Simon Saint-Hilaire.